Un PDG millionnaire force sa femme de ménage à jouer du piano pendant la fête de l'entreprise, pour l'humilier, mais dès qu'elle commence, tout le monde se tait. Léa Fontaine avait 27 ans et un pas discret, presque inaudible, qui traversait les couloirs glacés du siège parisien de la multinationale Technex. Elle travaillait là depuis 2 ans, invisible mais incontournable, ponctuelle à 6 heures du matin, en blouse grise, ses cheveux châtains tirés en chignon. Venue de Lyon avec un diplôme inachevé et des rêves trop lourds pour sa valise, elle s'était installée dans une chambre de bonne du 15e arrondissement, travaillant sans relâche, évitant les conflits, esquivant les regards. Tous la connaissaient, mais personne ne la connaissait vraiment. Elle n'attirait pas l'attention et c'était ainsi qu'elle aimait les choses. Elle faisait partie du décor, un rouage essentiel de la mécanique silencieuse qui permettait au cadre de briller sans jamais se soucier de la propreté des lieux ou de la magie logistique qui précédait chaque réunion. Ses gestes étaient méthodiques, précis, presque chorégraphiques. Son regard toujours baissé croisait rarement ceux des employés en costume qui, le plus souvent, passaient près d'elle sans un mot. Mais cette semaine-là, les bureaux bruissaient d'une agitation inhabituelle. Des affiches colorées annonçaient la grande fête annuelle de Technex, événement mondain où se mélangeaient hiérarchie et spectacle, alcool et stratégie. On parlait de traiteurs renommés, d'un DJ venu de Berlin, d'un bar à champagne, et d'une mise en scène somptueuse dans l'atrium de verre. Les employés plaisantaient, s'interrogeaient sur la tenue de Théo Marchand, le PDG réputé, pour son goût du spectaculaire et son tempérament imprévisible. Léa, elle, préparait les lieux. Elle nettoyait les vitres, inspectait les recoins, s'assurait que les loges improvisées pour les invités soient impeccables. Elle avait reçu, comme chaque année, les consignes précises. Rester en retrait, intervenir discrètement, ne jamais interagir avec les invités, sauf en cas d'urgence. Elle avait souri poliment, acquiescé et poursuivi son travail, balayant les restes de discussion qui ne la concernaient pas. Le jour de l'événement, la métamorphose du hall principal était presque irréelle. Les lumières tamisées, les décorations en argent, les arrangements floraux semblaient issus d'un décor de cinéma. Léa, vêtue de son uniforme habituel, arpentait les couloirs arrière, vérifiant les stocks de serviettes, remettant en place un verre mal posé, ajustant une nappe. Elle était partout et nulle part à la fois. Dans un couloir étroit menant aux coulisses, elle croisa un groupe de jeunes employés excités, riant fort, un verre à la main. Aucun ne la salua. Plus loin, un couple échangeait un baiser rapide, derrière un rideau. Elle détourna le regard, son visage impassible, et continua. Dans son oreille résonnèrent les premières notes de musique, les éclats de voix qui montèrent de la salle. Elle n'était pas attendue là-bas. Elle n'y avait jamais été. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose vibrait, un souvenir peut-être. Des images floues de dimanche matin à Lyon, dans l'église du quartier, où elle avait appris à jouer du piano sur un clavier usé, encadré par une vieille organiste aux doigts déformés. Léa n'avait jamais cessé d'aimer la musique, mais entre les factures et les horaires du matin, le piano était resté une mémoire lointaine, enfermé quelque part, comme un livre que l'on n'ose plus ouvrir. Ce soir-là, cependant, le destin semblait avoir décidé de briser la routine. Alors que Léa terminait de replacer un plateau dans une arrière-salle, un bruit sec résonna. Un verre venait de tomber sur le sol, éclaboussant le tapis immaculé d'un liquide rouge vif. Sans attendre, elle se baissa, ramassa les morceaux, essuya méticuleusement la tache, s'assurant que rien ne resterait visible. Elle était accroupie, concentrée, lorsqu'elle sentit une présence. En relevant lentement les yeux, elle croisa un regard. Un homme la fixait. Grand, élégant, les cheveux sombres, impeccablement coiffés, le visage fermé. Elle le reconnut immédiatement. Théo Marchand, le PDG. L'homme dont tout le monde parlait avec crainte et fascination. Il ne disait rien, ne bougeait pas. Son regard allait du verre brisé à elle, de ses mains gantées au seau d'eau. Il semblait l'évaluer, presque avec dégoût. Puis, contre toute attente, il prit la parole. « Vous êtes Léa Fontaine, n'est-ce pas ?» Sa voix était posée, froide, mais audible malgré le tumulte au loin. Léa, surprise, hocha la tête, incapable de formuler une réponse immédiate. Il poursuivit « Venez, vous avez travaillé assez dur. Il est temps que vous assistiez à la fête. » Elle resta figée. Était-ce une blague? Une provocation?
Les autres employés autour qui avaient entendu se tournèrent avec des expressions d'incrédulité. Un silence gêné s'installa. Personne ne savait s'il fallait rire ou applaudir. Léa, confuse, sentit tous les regards sur elle. Théo n'attendait pas une réponse. Il avait déjà tourné les talons. Elle resta quelques secondes à genoux, puis se releva lentement. Les murmures la suivaient. Elle ne comprenait pas. Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre déguisé. Et dans l'air, quelque chose lui disait que cette soirée ne ressemblerait à aucune autre. Le hall principal brillait sous les projecteurs installés pour l'occasion. Les invités, déjà en nombre, circulaient avec élégance. Une coupe à la main échangeant politesse, sourires tendus et anecdotes professionnelles déguisées en compliments. Au centre, une sculpture lumineuse tournait lentement sur elle-même. Chef-d'œuvre, temporaire censé symboliser l'innovation et la transparence de Technex. Mais au-delà du faste et des sourires, tous attendaient le même moment, l'arrivée de Théo Marchand. À 38 ans, Théo incarnait à lui seul l'image du pouvoir moderne. Diplômé des plus grandes écoles, passé par les sphères de la finance et de la stratégie digitale, il avait été nommé PDG à peine 2 ans plus tôt, à la surprise générale. Depuis, il avait imposé un style glacial, précis, sans concession. Aucun faux pas n'était toléré, aucune faiblesse n'était pardonnée. Il était beau, brillant, mais inaccessible. Un dirigeant redouté plus qu'admiré, dont la présence modifiait la température d'une pièce. Lorsqu'il entra dans l'atrium, escorté par 2 assistants et vêtu d'un costume noir taillé à la perfection, le murmure qui s'éleva n'était pas d'admiration, mais de retenue. Les discussions cessèrent un instant. Tous se redressèrent, vérifiant leur posture, leur tenue. Il ne salua que quelques membres du comité exécutif d'un hochement de tête rapide. Ses yeux analysaient, calculaient, devinaient déjà qui parlerait trop, qui s'agenouillerait mentalement devant lui, qui essaierait de s'attirer sa faveur. Léa, de son côté, se tenait près du buffet secondaire, un peu à l'écart, les mains croisées devant elle. Elle portait encore son uniforme, bien qu'on lui eût proposé un changement de tenue. Elle avait décliné, mal à l'aise avec l'idée d'abandonner son rôle, même pour une soirée. Elle ne comprenait toujours pas ce que Théo attendait d'elle. Elle n'avait jamais échangé plus de 2 mots avec lui, et voilà qu'il l'avait personnellement convoquée ici, au milieu des cadres et des invités prestigieux. Cela n'avait aucun sens. Elle vit Théo s'approcher entouré de visages tendus et de rires forcés. Lorsqu'il arriva à quelques pas d'elle, il s'arrêta brusquement. Les conversations alentour ralentirent à nouveau. Il la fixa, sans sourire, comme s'il analysait une anomalie dans un tableau. Puis son regard descendit jusqu'à un verre de vin que quelqu'un, dans la précipitation, avait fait tomber. Le liquide avait formé une flaque rouge sur le sol marbré. Léa, réflexe automatique, se pencha pour essuyer. Elle sortit un petit chiffon de sa poche et commença à nettoyer, concentrée, effaçant chaque trace. Théo l'observait. Il s'adressa soudainement à elle, à voix haute. « Toujours aussi efficace, mademoiselle Fontaine. » Le silence se fit immédiat. Tous autour se figèrent. Léa releva les yeux lentement, incertaine. Théo ne souriait pas. Son ton n'était ni moqueur, ni aimable. Juste étrange, presque clinique. Il désigna la salle d'un geste large. « Ce soir, vous ne travaillez pas. Vous êtes notre invité. Vous avez bien mérité de profiter, non ?» Il y eut quelques rires nerveux. Léa ne répondit pas. Théo insista, sa voix plus sèche. « Allez, venez. Montrez-leur que vous savez faire autre chose que frotter des verres. » Elle se sentit piégée. Refuser serait un affront public. Accepter une exposition indésirable. Mais les yeux sur elle étaient trop nombreux, trop pesants. Elle hocha la tête timidement, se redressa, rangea son chiffon et s'éloigna du buffet. Les conversations reprirent, hésitantes. Plusieurs employés échangèrent des regards sidérés. Personne ne comprenait cette scène. Pourquoi Théo, si distant, s'adressait-il à la femme de ménage devant tous? Était-ce une démonstration de pouvoir, une leçon déguisée? Certains murmuraient des hypothèses, d'autres préféraient détourner le regard. Léa, elle, avançait dans la foule comme une étrangère dans un décor inconnu. Elle ne reconnaissait rien, ni les visages maquillés de faux enthousiasme, ni les rires exagérés, ni la musique trop forte qui vibrait dans ses tempes. On lui proposa une coupe qu'elle refusa. Elle se posta près d'un pilier, espérant devenir à nouveau invisible. Mais c'était trop tard. Le regard du PDG avait fait d'elle un sujet. Elle n'avait plus d'ombre pour se cacher.
Plus loin, Théo observait. Son visage impassible ne trahissait aucune émotion. Son verre intact dans la main, il semblait réfléchir. Il parlait peu, se déplaçait lentement, mais chacun de ses gestes résonnait. Il s'approcha du micro installé sur la petite scène au centre de la salle. Un technicien s'empressa d'ajuster les R. Séglage. Quelques responsables haussèrent un sourcil. Il n'était pas prévu que Théo prenne la parole ce soir. Tout avait été organisé pour une soirée légère, sans discours formel. Mais Théo Marchand ne prévenait jamais quand il décidait de changer les règles. Le micro grésilla un instant sous les doigts de Théo Marchand. Sa stature imposante sur la scène dominait la salle comme un chef d'orchestre dont le simple geste suffisait à suspendre toutes les notes. Les conversations cessèrent. La musique de fond s'éteignit. Un frisson presque imperceptible parcourut l'assemblée. Il n'y avait rien d'écrit, rien de prévu, mais tout le monde savait que, lorsqu'il parlait, il fallait écouter. Il porta le micro à ses lèvres, avec un sourire en coin. Un de ces rictus qu'il maîtrisait à la perfection, mélange de condescendance polie et de provocation contrôlée. Mesdames et messieurs, je vous promets que je ne vais pas vous faire un discours. Je déteste ça autant que vous. Un léger rire parcourut l'auditoire. Il savait captiver, manier l'ironie avec élégance. Il laissa passer une seconde puis reprit. Mais ce soir, je me suis demandé, et si parmi nous se cachèrent des talents insoupçonnés, des compétences oubliées, des vocations enfouies dans les recoins les plus discrets de nos bureaux? Il marqua une pause, balayant la foule du regard. Plusieurs personnes échangèrent des sourires perplexes, croyant à une introduction vers un jeu ou une animation. Vous savez, on parle souvent des étoiles montantes, des futurs cadres, des créatifs de demain, mais rarement de ceux qui font tourner cette maison sans jamais demander de lumière. Le ton était toujours calme, presque bienveillant. Puis il se tourna légèrement, son regard s'arrêtant sur Léa, immobile à quelques mètres de la scène. Par exemple, j'ai appris que mademoiselle Fontaine, ici présente, oui, notre Léa que vous croisez chaque matin sans vraiment la voir, joue du piano. Et plutôt bien, paraît-il. Le silence tomba sur la salle comme un rideau de plomb. Tous les regards se tournèrent vers elle. Léa sentit son souffle se couper, son corps se figea, elle aurait voulu disparaître. Des dizaines d'yeux la scrutaient à présent, certains curieux, d'autres amusés, quelques-uns gênés. Elle ne comprenait pas comment ils savaient cela. Elle n'en avait parlé à personne ici. C'était une partie d'elle qu'elle gardait, précieusement hors de ce monde. Théo poursuivit comme s'il racontait une anecdote légère. Je me suis dit que ce soir, plutôt que d'écouter un DJ allemand payé trop cher, on pourrait avoir un peu d'authenticité. Pas vrai? Des rires nerveux fusèrent. Une main applaudit timidement, imitée par quelques autres. Puis un murmure, un nom répété, « Léa, Léa, allez Léa », comme si la foule ne savait pas quoi faire d'autre que suivre le mouvement. Elle secoua doucement la tête, chuchota un « non » que personne n'entendit. Mais Théo insista, son ton plus appuyé. « Allons, ce n'est pas un examen, c'est une fête. Offrez-nous quelques notes, rien de plus. Le piano est là-bas, parfaitement accordé. » Elle regarda vers l'instrument, un quart de queue noir, brillant, placé au coin de la scène. Il semblait l'attendre, trônant sous les projecteurs. Léa sentit ses jambes trembler. Elle n'avait pas joué en public depuis des années. Elle n'avait jamais joué devant une salle de cadres en robe de soirée et en costume 3 pièces. Et surtout, elle ne voulait pas être là. Mais l'atmosphère ne lui laissait aucune issue. Le cercle autour d'elle se resserrait. Certains murmuraient à son oreille. Un collègue lui souffla. « Tu peux le faire, vas-y. » Une autre lui posa la main sur l'épaule sans même la connaître. Tout le monde voulait sa scène. Une distraction, une nouveauté. Théo, lui, descendait déjà de l'estrade, satisfait. Il retourna à sa coupe de champagne, laissant le reste se dérouler. Seule, Léa ferma les yeux un instant. Elle sentait ses tempes battre, ses mains moites, son estomac se nouer. Elle inspira. Puis, d'un pas lent, presque irréel, elle traversa la salle. Chaque pas semblait plus long que le précédent. Les rires avaient cessé. Plus personne ne parlait. Elle gravit les 3 marches qui menaient au piano. Le banc était légèrement décalé. Elle le repositionna doucement. Ses doigts effleurèrent les touches, blanches, froides. Le silence dans la salle était total. Elle n'osait pas lever les yeux. Les premières secondes s'étiraient comme une éternité.
Son cœur battait dans sa gorge. Elle n'avait jamais été aussi exposée. Elle, la silhouette silencieuse des couloirs, se tenait à présent au centre de toutes les attentions, transformée en spectacle par une décision qui ne lui appartenait pas. Elle ferma les yeux, une dernière fois, puis posa les mains sur le clavier. Léa sentit le poids du silence sur ses épaules, plus lourd que tout ce qu'elle avait jamais porté dans les couloirs de l'entreprise. Ses mains posées sur le clavier tremblaient légèrement. Elle ne savait pas quelle note jouer ni par où commencer. Autour d'elle, l'espace semblait figé, suspendu. La lumière chaude des projecteurs éclairait ses bras, sa blouse de travail, ses cheveux tirés. Personne ne disait un mot. Même les verres avaient cessé de s'entrechoquer. Elle ferma les yeux. Un instant, elle revit la petite église de Lyon où elle avait appris à jouer. Elle avait 11 ans. Sa mère l'avait emmenée là un dimanche, poussée par l'organiste qui cherchait un enfant à former. Il faisait froid. Les bancs sentaient le bois ancien et le clavier de l'orgue craquait sous ses doigts. Elle s'en souvenait comme si c'était hier. Sa mère l'écoutait, chaque fois, les yeux humides. Léa avait trouvé dans la musique un refuge silencieux, un monde sans jugement où les notes disaient ce que les mots n'osaient pas. Le souvenir lui donna la force de bouger ses doigts. Une première touche, timide, un do grave, léger, presque trop doux pour être entendu, puis un deuxième en harmonie. Une mélodie ancienne apprise dans sa jeunesse revint à elle. Elle ne la choisit pas vraiment. Ce fut comme si elle s'imposait, toute seule, une évidence remontant des profondeurs. Les premières mesures furent hésitantes, les doigts manquaient d'assurance. Mais le rythme, lent et mélancolique, s'installa. Une cadence simple, presque fragile, puis peu à peu les tremblements diminuèrent, ses mains retrouvèrent leur mémoire. Les accords s'enchaînèrent avec une fluidité naissante. Elle ne regardait plus rien, ni les touches, ni la salle. Elle était ailleurs, emportée dans une boucle de souvenirs et d'instincts. Dans l'atrium, les visages restaient figés. Certains ne savaient pas où regarder, d'autres observaient avec une concentration presque enfantine. Ce n'était pas un spectacle, ce n'était pas brillant ni grandiose, c'était nu, sincère, et c'était précisément cela qui captait l'attention. La salle, si bruyante quelques minutes plus tôt, était devenue un sanctuaire inattendu. Au fond, Théo Marchand la fixait sans un mot. Son visage ne trahissait rien. Il tenait toujours sa coupe intacte. Il ne clignait presque pas des yeux. Il ne riait pas, ne parlait plus. Il observait. Léa, elle, ne pensait pas à lui. Elle ne pensait à rien, sinon à la musique. Ses mains glissaient maintenant avec assurance, retrouvant la sensibilité de son adolescence. Chaque note semblait porter une émotion qu'elle n'avait jamais dite. La mélodie s'élevait, emplissant l'espace avec une douceur poignante, un contraste absolu avec l'éclat et l'orgueil de la soirée. Le morceau dura à peine 3 minutes. Mais pour ceux qui écoutaient, il semblait s'étendre dans un temps différent, suspendu. Lorsqu'elle joua la dernière note, un silence dense suivit. Personne n'applaudit tout de suite. Il fallut quelques secondes, comme si chacun attendait une permission, un signal. Puis, lentement, quelques mains battirent, un applaudissement discret, presque gêné. D'autres suivirent. Ce n'était pas une ovation, c'était un hommage, maladroit, mais sincère. Léa se leva du banc. Elle ne salua pas, elle ne sourit pas. Elle descendit de la scène aussi silencieusement qu'elle y était montée. Son cœur battait fort, mais son visage restait calme. Elle traversa la salle sans croiser de regard. Les employés s'écartaient sur son passage, comme incapables de la regarder dans les yeux. Elle regagna les coulisses, reprit son seau et son chiffon comme si rien ne s'était passé. Elle avait joué. Elle avait été vue. Et maintenant, elle voulait redevenir invisible. Dans l'atrium, les discussions reprenaient peu à peu, mais un malaise flottait, comme si chacun avait assisté à quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Théo, toujours immobile, posait enfin sa coupe sans l'avoir goûtée. Il regardait l'endroit où elle s'était tenue quelques instants plus tôt. Son expression restait illisible. Et au fond de la salle, le piano brillait sous la lumière, seul témoin muet d'une vérité que personne n'avait osé anticiper. Le silence persista plus longtemps que prévu. Même après que Léa eut quitté la scène, l'empreinte de sa musique semblait flotter dans l'air, suspendue entre les lustres et les verrières de l'atrium. Les conversations reprenaient timidement à voix basse, comme si un code invisible imposait de ne pas briser brutalement cette atmosphère. Les invités ne savaient s'ils devaient féliciter,
commenté ou simplement oublié. Plusieurs regards se tournaient vers Théo Marchand. Il restait à l'écart, légèrement en retrait sous une colonne latérale, ses mains croisées derrière le dos, les yeux fixés sur le piano vide. Son visage, d'ordinaire figé dans une froide neutralité, était cette fois absent. Il semblait ailleurs, comme s'il revoyait une scène invisible aux autres. Ce n'était pas de la honte ni de la fierté, mais quelque chose de plus complexe, un trouble. Autour de lui, personne n'osait l'aborder. Même ses assistants, d'habitude, prompts à répondre au moindre signal, attendaient à distance. Ils avaient, comme tous, les autres, perçu l'étrangeté du moment. La musique de Léa avait crevé la bulle artificielle de la soirée. En 3 minutes, elle avait fait plus de bruit par sa discrétion que tout le faste orchestré par l'équipe événementielle. Dans les couloirs secondaires, Léa était retournée à son rôle. Elle évitait les regards, refusait poliment les tentatives d'interaction. Un cadre du service marketing avait essayé de lui parler, maladroitement, vantant son talent. Incroyable. Elle avait simplement répondu « merci » sans s'arrêter, balai à la main comme si la scène du piano appartenait à quelqu'un d'autre. Pourtant, des conversations commençaient à s'élever un peu partout. Les employés les plus bavards commentèrent la scène, chacun ajoutant une couche d'interprétation. Certains y voyaient une mise en scène de Théo, une manière cruelle de l'humilier avant de la laisser briller. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'un moment sincère, d'une tentative de reconnaissance maladroite. La majorité, toutefois, restait incertaine. L'ambiguïté était trop forte. Rien n'était clair dans ce qui s'était passé. Théo, de son côté, ne commentait rien. Lorsqu'on lui demanda, plus tard dans la soirée, pourquoi il avait invité Léa à jouer, il répondit simplement « J'ai cru comprendre qu'elle avait du talent. Je voulais voir. » Une phrase sèche sans explication qui ne répondait à rien. Mais son regard avait changé. Pendant le reste de l'événement, il fut moins mobile, moins bavard. Il ne reprit pas la parole au micro, ne participa à aucun toast. Il se contenta d'observer. Et chaque fois que son regard croisait, même de loin, l'endroit par où Léa était passée, il s'attardait, plus longtemps que de coutume. Dans la dernière heure de la soirée, alors que certains dansaient et que d'autres s'éclipsaient discrètement, Théo s'éloigna de la foule. Il prit un couloir latéral, longea les bureaux éteints et atteignit l'issue de service. Là, dans la pénombre, il vit Léa ranger ses produits en silence. Elle ne le vit pas d'abord. Lorsqu'elle se retourna et aperçut sa silhouette, elle s'arrêta net, sans crainte ni hostilité, simplement surprise. Il ne dit rien. Elle non plus. Le silence entre eux était étrange, mais pas vide. Il resta quelques secondes, comme s'il voulait parler, puis se détourna sans un mot et s'en alla. Ce soir-là, chacun rentra chez soi avec un souvenir différent. Certains avaient oublié le goût du champagne ou le nom du DJ, mais tous se souvenaient du piano, de cette femme inconnue qui avait, le temps d'un morceau, fait taire une entreprise entière. Et dans le bureau de Théo, au dernier étage, resté vide jusqu'au matin, une lumière restait allumée. Le lundi matin, l'ambiance dans les couloirs de Technex avait changé. Les pas étaient plus lents, les salutations plus mesurées, comme si chacun marchait dans une sorte de brouillard d'incompréhension. Les conversations, d'habitude centrées sur les objectifs trimestriels ou les conflits interservices, dérivaient inexorablement vers un seul sujet, Léa Fontaine. Les ascenseurs, les salles de pause, les open space étaient devenus des terrains de spéculation. « Tu l'as vue jouer, toi ? Elle était incroyable, non ? Tu crois qu'il voulait ? Se moquer. Pourquoi elle et pas un autre ? » Les versions circulaient, s'entrechoquaient. On citait des impressions, des silences, des regards, chacun interprétant à sa manière la soirée de vendredi. Léa, quant à elle, était arrivée à 7 heures précises, comme chaque matin. Elle n'avait pas changé ses habitudes, pas varié d'1 millimètre dans ses gestes. Blouse grise, chignon serré, badge autour du cou, elle nettoyait les vitres, descendait les poubelles, réapprovisionnait les distributeurs de savon avec la même minutie que la semaine précédente. Sauf qu'à présent, les regards ne passaient plus au-dessus d'elle. Ils s'arrêtaient. Certaines personnes lui souriaient timidement. D'autres tentaient de l'aborder avec maladresse. Je voulais juste dire que vendredi, c'était vraiment beau. Elle répondait avec un hochement de tête poli sans s'arrêter. Elle ne fuyait pas, mais elle ne s'offrait pas non plus. Elle ne comprenait pas cet engouement soudain.
Pour elle, la musique n'était ni un spectacle ni une arme. C'était un refuge, et ce refuge venait d'être envahi. Au dernier étage, dans les bureaux feutrés de la direction, les choses étaient moins visibles, mais tout aussi agitées. La fête avait laissé une impression étrange sur la hiérarchie. Le service communication, inquiet, craignait que l'initiative de Théo ait des répercussions. Le département des ressources humaines, plus prudent, se contentait d'observer les réactions. Les cadres supérieurs échangeaient des messages cryptés, essayant de deviner si quelque chose avait été planifié ou s'il s'agissait d'un simple caprice du PDG. Théo, lui, n'avait pas encore parlé. Il était arrivé plus tard que d'habitude, seul, sans son cortège habituel. Il avait traversé le hall d'entrée sans répondre au salut, monté directement dans son bureau et s'y était enfermé. Sa secrétaire personnelle avait noté son air tendu, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas poser de questions. Lui-même semblait ailleurs, préoccupé par une pensée fixe qu'il n'arrivait pas à évacuer. Vers 11 heures, sans prévenir, il convoqua le responsable du département des ressources humaines dans son bureau. La discussion fut brève, tendue. Il exigea un rapport détaillé sur les compétences non déclarées du personnel non cadre. Il posait des questions inhabituelles. Quelles sont les passions des employés invisibles? Combien d'entre eux parlent d'eux-mêmes dans leur dossier d'embauche? Le responsable, pris de court, répondit du mieux qu'il pouvait. Puis Théo lança une directive claire. Il voulait transférer Léa Fontaine dans un autre service. Pas une promotion, pas une sanction, un transfert, mais vers où? Et surtout, pourquoi? Le responsable hésita, demanda des précisions. Théo coupa court. Je veux qu'elle sorte du service de nettoyage. Trouver une solution. Officiellement, pour valoriser ses compétences. Officieusement, vous n'avez pas besoin de savoir. L'ordre, bien que flou, fut exécuté avec diligence. Une réunion interne fut programmée pour envisager une réaffectation. Le nom de Léa figurait en tête de la liste. Aucun motif précis n'était inscrit, mais tout le monde comprit qu'il ne s'agissait pas d'une initiative ordinaire. Et dans les étages inférieurs, les rumeurs redoublèrent. Léa, de son côté, ne savait encore rien. Elle continuait son travail avec la même régularité, ignorant les tensions autour d'elle. Mais quelque chose dans l'air lui faisait pressentir que les regards posés sur elle n'étaient plus les mêmes. Elle n'était plus seulement une silhouette dans le décor. Elle était devenue, malgré elle, un point de rupture. Et ce rôle, elle ne l'avait jamais demandé. 2 jours après la fameuse soirée, alors que la tension restait palpable dans les couloirs de Technex, Léa fut convoquée par un message officiel. Une note sobre, transmise par la coordination administrative, l'invitait à se présenter au bureau du président-directeur général à 14 heures précises. Aucun autre détail n'était mentionné. Elle lut et relut l'invitation, croyant à une erreur. Jamais en 2 ans, elle n'avait été convoquée pour autre chose qu'un contrôle de badge ou une signature d'intérim. À l'heure dite, Léa gravit les étages, traversa les couloirs silencieux, guidée par une assistante nerveuse qui n'osait ni lui sourire ni la questionner. Lorsqu'elle entra dans le vaste bureau de Théo Marchand, baigné de lumière naturelle et décoré avec une froide élégance, elle se sentit immédiatement déplacée. Son uniforme gris tranchait avec les lignes épurées du mobilier. Elle resta debout, droite, les mains croisées devant elle. Théo était seul, assis derrière un bureau massif. Il leva à peine les yeux de l'écran qu'il consultait. Lorsqu'il parla, sa voix était calme, presque détachée. « Asseyez-vous, Léa. » Elle hésita puis obéit. Le fauteuil était confortable, mais elle n'osa pas s'adosser. Il continua sans la regarder. « J'imagine que cette convocation vous surprend. C'est normal. » Elle ne répondit rien. Il leva enfin les yeux vers elle. Un regard direct, précis, mais sans agressivité. « Je vais être direct. Vous avez, vendredi dernier, révélé une aptitude que personne ici ne soupçonnait. Une sensibilité, une technique, une présence. Cela a eu un impact, un vrai. » Il marqua une pause, puis enchaîna. « Je souhaite vous proposer une réorientation, un poste dans notre division culturelle. Vous coordonneriez des projets internes liés à la musique, à la création. Ce ne serait pas un poste de façade. Vous auriez une vraie marge de manœuvre. » Léa resta silencieuse. Elle cligna des yeux, lentement, comme si elle tentait de comprendre chaque mot. Théo poursuivit. « Ce n'est pas une faveur, c'est une proposition basée sur des faits. Vous avez un talent, et je refuse qu'il reste inutilisé dans les sous-sols de cette entreprise.
Elle inspira profondément avant de répondre. Sa voix, douce mais ferme, coupa net l'élan du PDG. « Monsieur Marchand, je vous remercie, mais je ne suis pas une vitrine. Ce que j'ai fait vendredi n'était pas destiné à vous divertir. » Il haussa légèrement les sourcils. Léa continua plus assurée. « Je ne veux pas être déplacée comme un pion parce que, soudainement, j'existe à vos yeux. Je joue du piano parce que j'en ai besoin, pas pour décorer vos événements. » Le silence s'installa, un silence lourd, tendu, dans lequel chaque respiration semblait résonner. Théo ne bougea pas. Il l'observait, presque intrigué. « Ce n'est pas ce que je vous propose, répondit-il finalement. Je ne veux pas faire de vous un objet de curiosité. Je vous propose une place où votre voix aura un sens. » Elle secoua la tête doucement. « Vous ne comprenez pas, vous avez humilié quelqu'un en public, et maintenant vous croyez réparer cela avec un poste. » Il ne répondit pas. Son regard s'était durci imperceptiblement, mais il n'interrompit pas. Léa se leva. « Je ne veux pas être utilisée, ni pour redorer une image, ni pour donner l'illusion d'une entreprise inclusive. Je suis venue ici pour travailler. Je fais mon travail, et je n'ai rien demandé d'autre. » Elle s'inclina légèrement comme si l'entretien était terminé, puis se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna. « Si un jour, vous proposez ce genre d'opportunité sans y mêler d'humiliation publique, alors peut-être que je réfléchirai. » Et elle quitta le bureau, laissant Théo seul avec ses papiers et son silence. Dans les heures qui suivirent, les services de ressources humaines furent informés que l'offre avait été temporairement suspendue. Aucun commentaire ne fut donné, mais dans les esprits, une impression persistait. La dynamique entre Théo Marchand et Léa Fontaine n'en était qu'à ses débuts. Et pour la première fois, quelqu'un avait osé lui dire non pointé. Le vendredi suivant, un article parut dans un site de presse culturelle en ligne, intitulé « La femme qui a fait taire une fête avec un piano ». Il était signé par un journaliste indépendant qui avait assisté à l'événement chez Technex. L'article, sobrement écrit, racontait la scène avec précision. L'ambiance glacée, la surprise générale, la performance inattendue et surtout l'absence de réaction du PDG après ce moment suspendu. Le texte ne citait aucun nom complet, mais parlait d'une certaine Léa, femme de ménage, dont le jeu avait bouleversé une salle entière. Rapidement, l'article circula sur les réseaux sociaux, partagé d'abord dans les cercles professionnels, puis repris par des blogs artistiques, des influenceurs et même des chaînes locales. En moins de 24 heures, des milliers de commentaires affluaient, allant de l'admiration à l'indignation. Beaucoup dénonçaient une humiliation déguisée sous prétexte de reconnaissance tardive. D'autres saluaient le courage d'une femme qui, sans le vouloir, avait imposé le respect par la seule force de la musique. Le nom complet de Léa n'était pas mentionné, mais des employés de Technex, reconnaissant les détails, commencèrent à partager son identité. Très vite, son visage fut retrouvé sur des photos internes, et son nom associé à l'article. Ce qui n'était au départ qu'un témoignage discret devint un phénomène viral. Les médias locaux demandèrent à l'intervieweur. Des radios culturelles contactèrent l'entreprise. Certains la qualifièrent de voix invisible des entreprises modernes. Léa, en découvrant l'article un matin sur le téléphone d'une collègue, resta figée. Elle ne ressentit ni fierté, ni colère, seulement une forme d'appréhension, comme si un monde auquel elle n'appartenait pas venait d'ouvrir une porte sans y être invitée. Elle refusa les premières demandes d'interview, n'ayant ni les mots ni l'envie d'entrer dans ce jeu de lumière. Mais les messages continuaient à affluer. Des emails, des lettres manuscrites, des invitations à des plateaux télé. Chez Technex, la situation était désormais hors de contrôle. Le service de communication tenta de gérer la crise. Un communiqué fut rédigé vantant la diversité des talents au sein de l'entreprise, mais il fut immédiatement moqué sur les réseaux, perçu comme hypocrite. Certains cadres supérieurs murmurèrent que Théo devrait s'excuser publiquement. D'autres, plus cyniques, proposèrent de surfer sur la vague pour redorer l'image du groupe. Mais Théo Marchand restait silencieux. Aucun mot, aucun commentaire. Il n'avait pas fait de déclaration, n'avait pas contacté Léa depuis leur dernier entretien. Pourtant, selon plusieurs collaborateurs, il lisait tout. Chaque article, chaque commentaire. Il avait demandé qu'on lui imprime les retombées médiatiques, qu'on suive les tendances sur les réseaux. Son silence n'était pas ignorance, mais concentration. De son côté, Léa se sentait acculée.
Elle ne contrôlait rien. Ce qu'elle avait vécu comme un moment personnel, presque intime, devenait un spectacle social, un étendard. Elle n'avait jamais demandé cette attention. Elle voulait simplement continuer à travailler en paix, mais le bruit était trop fort. Un jour, elle croisa 2 stagiaires dans un couloir. L'un murmura « C'est elle ». L'autre répondit « Elle a l'air normale ». Léa se sentit disséquée. C'est alors qu'un appel inattendu arriva. Une journaliste indépendante spécialisée dans les récits de vie lui proposa un entretien. Pas une interview télé, ni un show. Une rencontre, sans caméra, sans maquillage. Juste un enregistrement audio. Elle lui dit « Vous ne me devez rien, mais vous avez le droit de raconter votre version. » Léa hésita plusieurs jours, puis elle accepta. Non pour répondre, ni pour se défendre, mais pour reprendre possession de son histoire. L'entretien eut lieu dans un café discret du 11e arrondissement. La journaliste ne posa que peu de questions. Léa parla doucement, calmement. Elle raconta sa vie, son travail, son amour ancien pour la musique. Elle parla de la fête, de ce moment figé au piano et du silence qui l'avait suivi. Elle ne nomma jamais Théo, ne prononça aucun mot de colère. Mais elle décrivit ce qu'elle avait ressenti, l'exposition, la gêne, la sensation d'être utilisée comme un objet puis abandonnée sans un mot. L'entretien fut publié sous le titre « Je n'ai pas joué pour eux, j'ai joué pour ne pas tomber ». Il fut partagé des milliers de fois, et dans le bureau de Théo Marchand, au sommet de la tour Technex, une alarme silencieuse s'était allumée. Il venait de perdre la maîtrise de la narration. Quelques jours après la parution de l'entretien, alors que l'effervescence médiatique commençait à s'essouffler légèrement, Léa entreprit de ranger de vieux cartons entreposés dans le réduit de sa chambre de bonne. Il pleuvait à Paris ce dimanche-là, et l'odeur de poussière mêlée d'humidité lui rappelait les vieux greniers de Lyon où elle avait grandi. Ses doigts fouillaient sans but précis, à la recherche d'un peu de silence dans le tumulte récent. Au fond d'un carton déformé par le temps, elle découvrit une boîte en métal ornée de motifs floraux délavés. Elle la reconnut immédiatement. C'était une des rares choses qu'elle avait conservées de sa mère, décédée 8 ans plus tôt. En l'ouvrant, elle trouva des partitions anciennes, des photos en noir et blanc, un crucifix de bois et une lettre. Elle ne se souvenait pas de cette lettre. Le papier était jauni, les bords frêles, l'écriture tremblante mais reconnaissable, celle de sa mère. La date en haut du feuillet lui indiqua qu'elle avait été rédigée 2 mois avant sa mort. Elle s'assit sur le sol, croisant les jambes, et lut en silence. La lettre était un message intime, presque une confession. Sa mère y parlait de ses regrets, de la difficulté de la vie, mais surtout de la musique. Elle y racontait comment, à une époque de douleur intense, jouer de l'orgue l'avait sauvée de l'effondrement. Elle évoquait aussi Léa enfant, sa sensibilité rare, sa capacité à traduire des émotions en notes, sans jamais parler. Elle écrivait « Si jamais tu te perds dans ce monde, souviens-toi que la musique ne t'a jamais jugé. Elle a été ton refuge, ton langage. Ne la laisse jamais devenir une cage. » En lisant ces mots, Léa sentit quelque chose se fissurer. Elle avait fui cette partie d'elle pendant des années, la réduisant à une habitude de jeunesse, à un luxe impossible dans une vie rythmée par les horaires et les factures. Mais en réalité, c'était son ancrage. Et c'était précisément ce que l'exposition brutale chez Technex avait perturbé. On avait transformé ce refuge en vitrine. Mais en retrouvant cette lettre, elle comprit que parler n'était pas un acte de faiblesse, qu'elle pouvait peut-être s'exprimer sans se trahir. Le lendemain, elle contacta la même journaliste qui l'avait reçue dans ce café. Elle accepta de participer à une nouvelle entrevue, cette fois avec une intention claire. Raconter ce qui s'était passé, sans animosité, mais avec lucidité. Elle posa une condition. Elle ne parlerait pas de Théo Marchand comme d'un homme à blâmer, mais comme d'un exemple d'un système plus large, où le pouvoir oublie trop souvent de regarder les gens. L'entretien, publié sous le titre « Le pouvoir ne m'a pas fait taire, il m'a entendu », devint viral. Léa y parlait de dignité, de mémoire, de musique comme résistance. Elle y évoquait aussi la lettre de sa mère, lisant un extrait, à voix haute, les larmes contenues dans sa gorge. Elle ne nommait jamais l'entreprise, mais décrivait parfaitement le sentiment d'humiliation déguisé en opportunité. Elle termina l'entrevue par une phrase qui fit le tour des réseaux. « La honte ne venait pas de moi, mais de ce qu'on voulait faire de moi. » Chez Technex,
La réaction fut immédiate. Le service communication tenta d'atténuer les faits par une série de publications internes vantant les initiatives humaines du groupe. Mais cela sonna faux. Pire, certains employés commencèrent à partager l'article de Léa entre eux, accompagnant les liens de commentaires comme « Enfin, quelqu'un qui parle vrai ». Respecte, à méditer. Théo Marchand, lui, ne dit rien, mais ses gestes trahissaient un trouble nouveau. Il restait de plus en plus souvent enfermé dans son bureau, annulait des réunions, ignorait les messages urgents. Il semblait absorbé par quelque chose de plus profond que la simple gestion d'une crise. Un matin, il fit appeler sa secrétaire. « Avez-vous trouvé son dossier d'embauche » demanda-t-il. « Celui de mademoiselle Fontaine ?»« Oui. »« Je veux voir. Ce qu'elle a écrit. Si elle a dit qu'elle savait jouer du piano. » Le dossier fut apporté 1 heure plus tard. Il était mince, succinct, rempli de silence. Et au bas d'une page, dans une rubrique volontairement discrète, on lisait « Passion personnelle, piano, niveau amateur ». Il resta longuement, à regarder ces mots. Puis lentement referma le dossier. Rien n'était anodin, ni ce qu'elle avait écrit, ni ce qu'il n'avait jamais lu. La demande arriva par courrier interne, manuscrite, glissée discrètement dans le casier de Léa. Une simple feuille pliée en 2, sans en-tête, sans timbre officiel. Sur le papier, une phrase courte « Je souhaiterais vous voir, bureau du PDG, jeudi 15 h. Théo Marchand. » Aucune formule de politesse, aucune signature administrative. Juste une invitation directe, presque intime, mais indéniablement pesante. Léa lut la note 3 fois avant de la ranger dans sa poche. Elle ne répondit pas, ne demanda aucun conseil. Elle continua sa journée normalement, balayant les couloirs avec la même rigueur, vidant les corbeilles avec le même soin. Mais sous cette apparente routine, son esprit bouillonnait. Elle savait que le moment était inévitable. Depuis la lettre de sa mère, depuis la seconde entrevue, depuis que son silence était devenu une voix entendue, Théo ne pouvait plus éviter le face-à-face. Le jeudi arriva avec un ciel gris et un vent tranchant. À 15 h précises, Léa frappa à la porte du bureau présidentiel. Une voix, sèche mais calme, répondit « Entrez ». Elle poussa la porte. Théo Marchand était seul, debout devant la baie vitrée, les bras croisés dans le dos, observant la ville en contrebas. Il ne se retourna pas tout de suite. « Merci d'être venu », dit-il simplement. Elle ne répondit pas, referma la porte derrière elle et resta debout. Il finit par se retourner, lentement. Son visage était tendu mais pas agressif. Il avait l'air fatigué, comme s'il ne dormait plus. « Je suppose que je vous dois des excuses », dit-il d'un ton neutre. Elle le fixa sans ciller. « Vous supposez ?» Il baissa les yeux une seconde, puis reprit « J'ai agi de façon déplacée ce soir-là. Ce que j'ai fait était une erreur de jugement. » Elle hocha lentement la tête. « C'était plus qu'une erreur. C'était une démonstration. Vous m'avez utilisé pour divertir une salle. » Théo ne tenta pas de se justifier. Il s'approcha de son bureau, s'y appuya, les mains posées à plat sur le bois. « Je ne m'attendais pas à ce que vous êtes devenu. » Léa haussa les épaules. « Je ne suis rien devenu. J'ai toujours été moi. C'est vous qui avez décidé un soir de me sortir de l'ombre, sans me demander si j'en avais envie. » Un silence lourd suivit. Théo prit une inspiration, comme s'il cherchait les bons mots. Mais Léa le devança. « Vous voulez que je pardonne ? Je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas là pour ça. Je ne veux pas de votre pitié, ni de votre réhabilitation publique. »« Je ne vous demande rien, » répondit-il. « Je voulais juste, » il hésita, « entendre ce que vous aviez à dire. » Elle s'approcha d'un pas. Ses yeux étaient calmes, mais déterminés. « Ce que j'ai à dire, c'est simple. Ce que vous m'avez fait subir ce soir-là, je ne l'oublierai pas. Mais je ne vous déteste pas. Je vous plains. » Il la regarda, surpris. « Vous plaignez, moi ? Oui, parce que vous êtes prisonnier de votre rôle. Vous avez le pouvoir, l'argent, le titre, mais vous n'avez jamais appris à voir les gens, juste à les classer. » Il resta silencieux. Léa poursuivit plus doucement. « Vous avez vu en moi un moment de grâce exploitable, mais vous n'avez jamais cherché à savoir pourquoi je jouais, ni ce que cela signifiait pour moi. Vous m'avez exposé sans me connaître. » Elle fit un pas en arrière. « Je ne veux pas votre reconnaissance. Je veux juste qu'à l'avenir, vous regardiez les gens autour de vous autrement, pas comme des ressources, mais comme des existences. » Théo ouvrit la bouche, comme pour répondre,
Mais aucun mot ne vint. Il resta là, figé, désarmé. Pour la première fois, il n'était plus le PDG tout-puissant. Il était un homme seul, confronté à ses propres limites. Léa se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. Le respect ne se donne pas en cadeau. Il se construit dans le silence et dans les actes. Et elle partit. Dans le bureau, Théo ne bougea pas. Il resta là, immobile, longtemps après son départ. Un battement de cœur à découvert. Un homme, pour une fois, désarmé. 3 semaines après l'échange tendu entre Léa et Théo, une note circula en interne chez Technex. Signée par le comité exécutif et non par le PDG, elle annonçait la création d'un nouveau programme pilote intitulé « Voix invisible ». L'objectif, officiellement, était de valoriser les talents cachés au sein de l'entreprise, quel que soit le niveau hiérarchique. Un formulaire de participation volontaire fut mis à disposition, accompagné d'une campagne interne sobre, des affiches aux couleurs neutres, des témoignages de collaborateurs anonymes, un mot d'ordre clair: exprimez ce que vous êtes, pas ce que vous faites. La réaction des employés fut d'abord hésitante. Beaucoup y voyaient une tentative de récupération, un effort tardif pour atténuer les critiques. Mais certains, touchés par les événements récents, commencèrent à s'y intéresser sincèrement. En moins d'une semaine, plus d'une centaine de candidatures affluèrent. Un agent de sécurité passionné de photographie, une secrétaire écrivant de la poésie, un informaticien jouant du oud, une comptable peintre autodidacte. Le programme prenait forme. C'est dans ce contexte que Léa reçut une nouvelle invitation. Cette fois, elle ne venait pas de Théo Marchand, mais d'un comité formé par plusieurs cadres intermédiaires. Il lui proposait de prendre la coordination artistique du projet, non pas comme vitrine, mais comme architecte. Elle déciderait des formats, des règles, du rythme, du ton. Son nom n'apparaîtrait pas en avant. Elle aurait carte blanche. Léa hésita longuement. Elle craignait encore que tout cela soit un vernis sur une structure inchangée. Mais les échanges qu'elle eut avec les initiateurs du programme la convainquirent. Les mots n'étaient pas ceux d'une stratégie. C'était enfin une volonté d'écoute réelle. Elle accepta mais posa une condition ferme. Aucun participant ne serait exposé sans son consentement. Aucune performance ne serait exploitée à des fins de communication. Et surtout, aucune hiérarchie ne serait imposée dans les talents révélés. La direction, prise dans l'élan de redorer son image, accepta. Les ressources furent allouées. Une salle du 6e étage fut libérée, transformée en atelier libre. Instruments, fournitures artistiques, tables modulables, coins de silence. Léa y organisa des cercles de confiance, sans hiérarchie, où les employés racontaient leur rapport à leur passion, souvent pour la première fois. Certains pleuraient, d'autres riaient nerveusement. Tous sortaient changés. L'annonce officielle du programme fut faite sans éclat, sans conférence. Une simple vidéo interne montrait quelques témoignages, entrecoupés de silence. Léa y apparaissait brièvement de dos, jouant quelques notes sur un clavier. Sa présence n'était pas le centre. Elle était le fil discret d'une transformation. Pendant ce temps, Théo Marchand s'était fait rare. Officiellement, il était en réflexion stratégique, un terme flou qui masquait son retrait volontaire. Il n'assista à aucune réunion du programme, ne signa aucun document visible. Mais à l'intérieur de l'entreprise, on sentait que quelque chose s'était déplacé. Son absence n'était pas un vide, mais un espace permis. Un relâchement, du contrôle. Certains cadres, autrefois crispés par la ligne dure imposée par le PDG, osèrent expérimenter de nouvelles approches. Des échanges horizontaux virent le jour. Des groupes de travail mêlant cadres et personnels de soutien furent constitués. Ce n'était pas une révolution, mais c'était un frémissement. Un soir, alors qu'elle rangeait quelques partitions, dans l'atelier du 6e étage, Léa trouva une enveloppe sur une chaise. Elle n'était ni timbrée ni signée extérieurement. À l'intérieur, une lettre manuscrite, écrite à l'encre noire, sur du papier vergé. La lettre commençait ainsi: « Je ne vous demande pas pardon, je vous remercie. » C'était une lettre de Théo. Pas un document officiel, pas un texte d'excuses. Une lettre personnelle, intime, rédigée dans un style sobre, sans emphase. Il y racontait comment, à travers elle, il avait compris l'étendue de son aveuglement. Comment il avait, toute sa vie, réduit les gens à leur rôle.
et comment son silence forcé ce soir du piano l'avait plus bousculé que 1000 critiques. Il concluait par une phrase simple « Vous m'avez appris à écouter sans attendre de réponse ». Léa lut la lettre 2 fois, puis la replia soigneusement et la rangea dans la même boîte que celle de sa mère. Elle ne répondit pas. Elle n'en parla à personne. Certains silences valent plus que des mots. Les mois qui suivirent la mise en place du programme Voix invisible furent marqués par un changement discret, mais profond dans les dynamiques internes de Technex. Loin des projecteurs, loin des discours formels, une autre forme de dialogue s'installait entre les murs de verre de l'entreprise. Léa, désormais responsable de l'atelier du 6e étage, avait imposé un rythme à contre-courant. Pas d'objectifs chiffrés, pas de performance attendue. Juste de l'écoute, de l'expression libre et des espaces pour créer. Ce qui n'était au départ qu'une initiative tolérée devint rapidement un lieu de passage pour de plus en plus d'employés. Chaque semaine, de nouvelles personnes poussèrent la porte de la salle, parfois juste pour regarder, d'autres fois pour se lancer. Certains restaient silencieux pendant des jours avant d'oser écrire un poème ou esquisser un dessin. D'autres apportaient des instruments oubliés dans un coin du grenier familial. L'atelier devenait un laboratoire intime où l'humanité reprenait sa place. Léa ne dirigeait pas, elle accompagnait. Elle installait les chaises, accordait les guitares, écrivait au tableau des phrases simples. « Ici, on ne juge pas. Ici, vous pouvez exister. » Son autorité venait de sa constance, de sa discrétion, de cette forme rare de légitimité que l'on ne s'octroie pas, mais que l'on reçoit sans la chèque. Herché. Certains cadres, intrigués, commencèrent à venir observer sans oser participer. D'autres, plus courageux, se prêtaient au jeu. Un directeur de département improvisa un monologue. Une analyste de données déclama un slam. Ces gestes, bien que modestes, avaient un effet boule de neige. Ils rendaient invisible ce que le langage managérial ne pouvait traduire. Ils brisaient la logique verticale, au moins pour un instant. Léa, en dehors de l'atelier, continuait sa vie avec simplicité. Elle n'avait pas quitté son logement modeste, ni changé sa manière de se déplacer ou de s'habiller. Elle restait distante de toute forme de mise en scène. Chaque fois qu'on lui proposait une visibilité supplémentaire, articles, vidéos, conférences, elle refusait poliment. Son histoire, elle l'avait déjà racontée. Le reste appartenait aux autres maintenant. Un jour d'automne, en Mindabsens, rentrant chez elle, elle trouva une lettre dans sa boîte. L'enveloppe était blanche, sans logo, mais l'écriture reconnaissable. Elle n'avait pas vu ni entendu parler de Théo Marchand depuis la lettre qu'il lui avait laissée à l'atelier. Cette fois, il avait signé. Une lettre courte, pas une demande, pas un aveu, juste une reconnaissance. Il y racontait qu'il avait quitté temporairement ses fonctions pour réévaluer ce que diriger signifie, qu'il avait voyagé, seul, sans conseiller, sans objectif, qu'il avait visité des lieux de silence, monastères, musées déserts, villages oubliés. Il disait que, pour la première fois, il avait écouté des voix sans chercher à les contrôler. Il avait compris que le pouvoir le plus grand était peut-être celui de se taire au bon moment. Il terminait par ces mots. « Je n'attends pas de réponse, mais je voulais que vous sachiez que j'avance, lentement, grâce à ce que vous avez brisé en moi. » Léa lut la lettre en silence. Elle la posa sur sa table. Elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas non plus. Elle resta là, quelques minutes, le regard perdu dans les reflets du crépuscule sur la vitre. Elle ne répondit pas. Le lendemain, elle reprit son travail à l'atelier. Une nouvelle employée, venue de la maintenance, franchit timidement la porte. Elle ne parlait pas. Elle tenait dans les mains une boîte en carton. À l'intérieur, un violon abîmé mais intact. Léa s'approcha, lui sourit doucement et dit simplement « Ici, tout commence par un son. » Et le violon fit entendre sa première note, un murmure à peine audible, mais assez fort pour faire exister ce qui avait été longtemps oublié. L'année suivante, à l'approche des fêtes de fin d'année, une nouvelle annonce fut envoyée à l'ensemble des employés de Technex. Un événement interne serait organisé pour célébrer la clôture du programme Voix invisible. Aucun nom de cadre dirigeant n'était mis en avant, aucun logo en relief, aucun slogan promotionnel. Seulement une date, une heure et une mention discrète. Ouverture musicale par Léa Fontaine. La rumeur se répandit vite. Certains pensèrent à un geste de réconciliation. D'autres y virent une reconnaissance méritée. Léa, elle,
avait longuement hésité avant d'accepter. Elle n'avait pas joué publiquement depuis le soir où tout avait basculé. Cette fois, cependant, l'invitation n'était ni une injonction ni un spectacle déguisé. C'était un choix. Et c'était elle qui décidait de le faire. Le jour venu, l'Atrium fut transformé une nouvelle fois. Mais rien à voir avec le faste de l'année précédente. Pas de sculpture. Luminous is ni de DJ International. Juste une scène sobre, entourée de chaises disposées en demi-cercle, une lumière douce et un piano droit, sans prétention. Les murs étaient décorés de croquis, de textes, de photos réalisées par les employés au fil des ateliers. Un témoignage tangible de ce qui avait été construit lentement en marge du bruit. Lorsque Léa entra dans la salle, vêtue d'une robe noire simple, ses cheveux lâchés pour la première fois, un murmure parcourut l'assemblée. Il n'y eut ni applaudissements ni annonces officielles. Elle marcha calmement jusqu'au piano, salua brièvement la salle d'un regard, puis s'assit. Parmi le public, assis discrètement à l'une des dernières rangées, se trouvait Théo Marchand. Il n'avait pas été annoncé, il n'avait pas pris la parole. Il était là, comme les autres, sans titre, sans fonction, simplement présent. Certains le reconnurent, mais personne ne fit de commentaire. Il restait silencieux, les mains posées sur ses genoux, les yeux fixés vers la scène. Léa ferma les yeux quelques secondes, puis elle posa les mains sur le clavier. Cette fois, elle ne tremblait pas. Elle ne jouait pas pour prouver, ni pour survivre. Elle jouait parce qu'elle en avait envie, parce que c'était sa manière d'habiter le monde. Les premières notes s'élevèrent, pures, claires, comme une respiration longtemps contenue. Une mélodie simple, lente mais chargée d'une émotion immense. Une composition personnelle, inédite, nourrie de ses silences, de ses douleurs, de ses choix. La salle entière resta figée. Pas un téléphone ne fut levé. Pas un mot, pas un souffle ne troubla la musique. Ce n'était pas une performance, c'était une offrande. Lorsque le dernier accord s'évanouit, Léa laissa ses mains reposer sur les touches. Elle resta ainsi quelques secondes, puis elle se leva. Et ce qui suivit ne fut pas un tonnerre d'applaudissements. Ce fut un silence dense, habité, respectueux. Un silence que personne n'osait briser, tant il semblait dire plus que 1000 mots. Puis, très lentement, les gens commencèrent à se lever. Non pour acclamer, mais pour accompagner, comme on se lève devant quelque chose de sacré. Léa salua une dernière fois, puis quitta la scène. Elle passa près de Théo sans le regarder. Il ne tenta pas de l'interpeller. Mais lorsqu'elle passa, il se leva, inclina légèrement la tête. Ce fut leur seul échange, et c'était suffisant. Ce soir-là, dans le grand bâtiment de verre, aucun discours ne fut prononcé, aucun trophée ne fut remis. Mais tous ceux qui étaient à présent repartirent avec quelque chose d'indélébile, le sentiment d'avoir assisté à un moment de vérité. Léa reprit sa vie, sans tapage. L'atelier continua d'exister. D'autres projets naquirent. L'entreprise peu à peu changea. Pas en façade, mais dans les plis. Et Théo, désormais plus souvent en retrait, trouva dans l'ombre une place qu'il n'avait jamais su occuper avant. Une place où il pouvait enfin entendre sans dominer. Le silence, cette fois, n'était plus une humiliation. C'était une révérence.